messieurs, bonjour. Bienvenue sur Acteurs politiques. Le Congo, pays d'Afrique centrale, 61 ans d'indépendance, a toujours du mal à décoller. D'où l'interrogation de ce jour. Est-ce que le problème est vraiment Denis Sassou Nguesso? Pour en parler avec moi sur ce plateau, je reçois des acteurs politiques, des analystes politiques, des historiens et bien évidemment des acteurs de la société civile que je m'en vais de ce pas vous présenter. Et Monsieur Trésor Babombaki, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste politique. Merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. À ma droite, j'ai Monsieur Kondo Yannick. Bonjour Monsieur Kondo. Bonjour. Vous êtes, à ce que je sache, président de l'association de peuple, c'est bien ça? Oui, merci. Merci de nous honorer de votre présence. Et donc à la droite de Monsieur Kondo, j'ai Monsieur Mavungu. Bonjour Monsieur Mavungu. Bonjour. Vous êtes président d'un parti politique ou d'une association? Non, je suis fondateur d'un parti politique en formation. En formation, ok. Merci beaucoup Monsieur Mavungu. Et pour finir, j'ai Monsieur Wilfried Sato. Bonjour Monsieur Wilfried. Bonjour Monsieur Claudie. Vous êtes historien et analyste congolais. Oui, effectivement, mais j'interviens sur votre plateau en tant que citoyen. Sans obédience politique, ni du pouvoir, ni de la majorité. D'accord. Demandez-vous à cette interrogation, et si le problème n'était pas Denis Sassou Nguesso? Et si le problème n'était pas Denis Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso est actuellement le président en exercice. Il a battu, on peut dire, le record de longévité au pouvoir parmi tous les présidents qui se sont succédés et les chefs d'État qui se sont succédés dans notre pays depuis l'indépendance à ce jour. Et notre pays a traversé plusieurs événements. Du coup, le poids, on peut dire que le poids de tout ce qu'il y a de bon ou de mauvais devrait plus retomber sur lui, compte tenu de sa longévité au pouvoir et compte tenu des pesanteurs Monsieur Wilfried, je vais vous couper, on va faire court. Le Congo aujourd'hui a 60 ans d'indépendance. Le Congo aujourd'hui a des sérieux problèmes. Ce dont nous allons évoquer aujourd'hui. Je repose ma question. Et si le problème n'était pas Denis Sassou Nguesso, les mots qui minent le pays dépendent-ils du président de la République Denis Sassou Nguesso, oui ou non? Je reformule donc ma question. D'emblée, en partie, on peut dire que les mots qui minent le pays, parce qu'il est le responsable suprême de ce pays. Donc il est responsable des problèmes. Oui. Non, merci. Monsieur Trésor, je me tourne donc vers vous. Et si le problème n'était pas Denis Sassou Nguesso, que répondez-vous à cette interrogation? Bon, si vous me posez cette question, moi je vous dirais, et si c'était pas lui, alors c'était qui? Parce que après avoir cité que le Congo a déjà 61 années d'indépendance, et donc le président Denis Sassou Nguesso a eu à participer dans la gestion du pays depuis pratiquement plus de 50 ans, et donc 37 passé à la tête de l'État, eh bien, la force est de reconnaître qu'il faille qu'on puisse responsabiliser les gens. Le pays, en fond en comble, dans tous les secteurs, rien ne marche. Et partant de ce principe, il faudrait bien qu'on responsabilise les gens. Et donc, la question de se dire, et si c'était pas Denis Sassou Nguesso le problème, alors il va falloir pouvoir trouver le problème vient de qui. Alors, pour la petite histoire, il faut reconnaître les choses. Nous avons un système politique qui est très clair et qui responsabilise les gens suivant l'échelle de responsabilité. Si c'était uniquement un secteur d'activité qui ne marchait pas, je prends l'exemple par exemple de l'éducation, et bien là, on responsabiliserait directement la hiérarchie suprême de ce secteur-là, qui est le ministre de l'Éducation. Or là, on parle des mots qui minent le pays. Et lorsque vous analysez la société congolaise, vous vous rendrez bien compte que dans tous les secteurs, rien ne marche. Et donc si dans tous les secteurs, rien ne marche, ça veut dire que la tête qui nous conduit a un problème soit de manque de vision claire et nette, parce que nous nous inscrivons dans
le jeu politique qui dit que lorsqu'on ne sait pas expliquer un projet, on ne saura jamais le faire. Et d'où la nécessité de pouvoir aussi remarquer que, quels que soient ceux qui soutiennent la vision du chef de l'État ou même lui-même, nous avons bien évidemment du mal à percevoir les explications dont ces derniers arrivent à pouvoir mettre à la table pour éclairer la lanterne populaire. Merci, Monsieur Trésor. Mais moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur Denis Sassou Nguesso ne devient pas un bouc émissaire? Parce que depuis 91, où il a dit, je cite, « J'assume », j'ai l'impression que nous avons décidé de se servir de M. Denis Sassou Nguesso comme bouc émissaire pour justifier tous les maux du Congo. Non, ceux qui voient le problème dans cet angle-là, ça veut dire qu'ils n'ont pas la connaissance des textes du pays. D'accord. Parce que même la nomination d'un simple directeur dans une structure de l'État émane de la responsabilité du chef de l'État qui appose sa signature après proposition de la hiérarchie dans le Conseil des ministres. Ça veut dire que la responsabilité totale de la République lorsque les choses vont bien ou lorsque les choses vont mal relève de la responsabilité du chef de l'État. Et donc sur cette question, il ne faudrait pas qu'on puisse traîner les pieds. Il faudrait qu'on lève l'équivoque pour dresser très clairement. Parce que la vraie question, c'est que si aujourd'hui qu'il faille dédouaner le chef de l'État, alors qu'il faille aussi trouver les véritables responsables du problème. Et à ce titre, moi je ne pense pas qu'ils soient des simples citoyens qui me regardent à la télévision. Donc il faut dire les choses très clairement. Si ce n'est pas lui, si aujourd'hui il doit être considéré comme étant un bouc émissaire, alors il va falloir situer la responsabilité parmi ceux qui l'entourent. Et si ceux qui l'entourent émanent des nominations du chef de l'État, parce qu'il faut aussi reconnaître que chaque fois qu'un acteur politique, autorité de notre pays, prend la parole, vous remarquerez qu'ils ont souvent l'habitude de dire sous l'instruction du chef de l'État ou sous l'impulsion du chef de l'État. Ça veut dire qu'ils véhiculent la vision du chef de l'État. Et si les résultats manquent, c'est la vision du chef de l'État qui pose problème. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Je vais me tourner vers M. Mavungo. M. Mavungo, je vous repose la même interrogation. Et si le problème n'était pas Denis Sassou Nguesso? Ma vision n'est pas d'être pessimiste ou... je pense que la responsabilité est du président de la République parce que c'est lui le chef suprême. C'est lui le chef du gouvernement. Donc aujourd'hui, si rien ne marche, on peut que le pointer du doigt parce que le poisson pourrit toujours par la tête. Moi, je me dis pour ma vision, je pense qu'il y a trop de failles, il y a trop de problèmes dans le pays que le président n'arrive pas à régler et à gérer. Après 60 ans de l'indépendance. 61, peut-être si je ne me trompe pas. Donc c'est un peu ça. Merci à vous. Monsieur Congo, et si le problème n'était pas Denis Sassou Nguesso aujourd'hui? Mais le problème, c'est pas Denis Sassou Nguesso. Pourquoi le problème serait seulement Denis Sassou Nguesso? On va prendre un cas de figure. M. Papou Maki, ici en face de moi, qui est nommé par le président de la République par décret. Oui, directeur général d'une entreprise. On dit, bon, M. Pambaki, le président vous a fait confiance, travaillez. Donc que le président vienne encore avec la chicotte pour pousser M. Pambaki à mieux travailler. On prend un cas clair, encore un peu plus simple. Le cas de notre ville. Nous connaissons l'État et les problèmes qui minent la ville de Pointe-Noire. Mais quand tu es à la tête de la ville, quand tu es à la mairie, tu as quand même ce souci-là de la population qui vivent dans des inondations. Donc, dès qu'il y a des pluies, tu te soucies des voies. Tu te dis non, mais celui qui a acheté sa petite voiture a fait beaucoup d'économies. Ben écoutez, il faut quand même lui donner le nécessaire. Faut bitumer. Mais pour ça, il faut les moyens. Tu vois? Il faut un bon programme et une bonne décentralisation. Et il faut des bonnes personnes qui ont l'amour de ce qu'ils font, l'amour de la vie. Parce que aujourd'hui, on te responsabilise. C'est bon, tu es là, tu te dis que c'est acquis. Après 2 ans, tu faillis. Bon, on doit prendre le président de la République. Tout jeter sur lui. Mais quelle est ta part de responsabilité? D'accord. Monsieur Yannick, avant de laisser les autres intervenir, peut-être vous répondre sur vos dires.
La nomination de ces personnes, on a dit qu'elle émane du président de la République. Donc pour vous, aujourd'hui, la responsabilité doit être partagée. La responsabilité ne doit pas seulement revenir au président de la République. Chaque personne, en fonction du titre, du poste qu'il a, devrait répondre aussi de sa propre responsabilité. Alors, moi, j'aimerais quand même souligner un point avec vous, monsieur Kondo. Aujourd'hui, les foyers congolais ont toujours un problème d'eau. Et ce n'est pas un problème qui date d'hier. On est à 61 ans d'indépendance. Je pense que le président de la République connaît ce problème. C'est le président de la République qui, aujourd'hui, nomme, sinon, comme vous avez su le dire, c'est le président de la République qui arrive à positionner, si je peux me permettre l'expression. Ça veut dire que le problème d'eau, c'est un problème qui est connu du président de la République. Et ce problème, après 61 ans d'indépendance, n'est toujours pas résolu. À qui la responsabilité? On dirait que je suis en train de prêcher dans le désert. Donc vous voulez prendre le président de la République et le mettre directeur de la SNE et président de la République. Non, monsieur Kondo, mettons-nous. Pardon. Je vous en prie. Allez-y. Pardon. Sur interpellation directe de M. Yannick Kando en ma personne, en donnant l'exemple que si aujourd'hui j'ai été nommé par le chef de l'État en tant que chef d'entreprise et que je n'arrive pas à bien faire mon travail, ce n'est pas du ressort du chef de l'État. Mais dire cela, c'est très clairement reconnaître que le chef de l'État est impuissant et que c'est lui le vrai responsable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on nomme quelqu'un à la tête d'une structure, il y a ce qu'on appelle un cahier des charges avec obligation de résultat. Cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que si aujourd'hui, au bout d'une année, au bout de 2 ans, généralement en mi-mandat, et que je n'arrive pas à faire du bon travail, le chef de l'État est censé prendre aussi un décret pour me démettre. Peut-être que ce n'est pas de l'information de mon co-débatteur Yannick Kando. Alors, par rapport à ça, il faut situer le débat. C'est pour ça que j'aimerais, si ce n'est pas le chef de l'État qui est le responsable et qu'on doit remettre la responsabilité à la personne nommée, alors que cette personne nommée, chaque fois qu'elle prend la parole, nous brandit la phrase en disant « sur instruction du chef de l'État », ça veut dire que c'est qui donne les instructions. Il faudrait qu'on soit clair. Maintenant, pour revenir sur la question de l'eau, l'État congolais, là je vais circonscrire le débat juste après la guerre de 97. Parce que de 1998 jusqu'à nos jours, nous avons mis des centaines de milliards pour la question d'eau et de l'énergie électrique. Mais rien ne marche. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a pratiquement 8 ans, je pense, le président de la République, reconnaissant qu'il y avait des failles dans la distribution d'eau potable, avait demandé à une société, dont je tairai le nom, de pouvoir lancer le programme qu'on appelait Eau pour tous. Et que ce programme n'a jamais marché jusqu'à aujourd'hui. Donc il va falloir qu'on reconnaisse qu'il y a un problème qui est récurrent et qui est là, dont le chef de l'État est au courant, mais malgré ce que les gens sont en train de faire, rien ne marche. Et lorsque rien ne marche au bout de 6 mois, au bout de 6 ans, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est chef, lorsqu'on est celui qui est censé nommer? On est censé revoir sa vision, parce que la vision aujourd'hui, excusez-moi le terme, elle est caduque. Voilà. Monsieur Mavou, vous voulez intervenir? Oui, je voulais intervenir concernant toujours le plan d'eau. Tout à l'heure, mon frère très envie de dire que non, il y a eu. On ne peut pas jeter tout sur le chef de l'État, parce que lui, c'est le chef du gouvernement. Après les 61 ans d'indépendance, je trouve qu'il n'y a pas d'évolution au niveau. On a toujours les mêmes problèmes, les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité. Je trouve que ça n'avance pas, ça ne marche pas. Et moi, je peux tout jeter sur le chef de l'État. Parce que c'est lui qui nomme les gens. C'est lui qui nomme c'est lui qui nomme les ministres. Donc je pense qu'on devait quand même être un peu plus clair sur ce point-là. Si aujourd'hui on a des problèmes dans ce pays, c'est lui le responsable. D'accord, monsieur. Oui, je voulais juste lever une équivoque par rapport à l'argumentaire développé par mon frère Alain concernant le chef de l'État. Depuis 2016, je pense qu'il n'est plus chef du gouvernement. L'État étant incarné par l'ensemble des institutions, nous avons un Premier ministre chef du gouvernement depuis la Constitution de 2016, je pense. Alors donc, quelque part, il convient de relativiser. Il y a une échelle de responsabilité qu'il faut aussi placer, mais d'autant plus que, comme l'a dit Trésor, le chef de l'État est le seul à nommer
aux hautes fonctions de l'État, à ce moment, il est responsable ou il devient co-responsable lorsque lui n'a pas cette aptitude-là de sanctionner ceux qui ne font pas bien. De là, on dira qu'il y a un manque de volonté de la part du chef d'État. Parce que je tiens quand même à rappeler ici toute la volonté dont le chef d'État a fait montre en matière d'électricité. Nous avons vu la centrale à gaz qui a été lancée en décembre 2011, si je dis de bêtises. Nous avons eu l'inauguration de la 3e turbine au niveau de la centrale électrique de Djeno. Et tout récemment, le président est encore revenu faire une inauguration, je pense, pour une autre centrale à gaz du niveau de Djeno. Est-ce que tout ça là ne montre pas la volonté du président de la République à vouloir ramener le pays quelque part, monsieur? La volonté y est. Mais est-ce que les techniciens qui l'entourent sont en osmose avec peut-être cette volonté et cette vision-là aussi? Parce que ce n'est pas le chef de l'État qui va aujourd'hui passer les commandes de ces équipements qui arrivent. Donc vous rejoignez finalement les propos de M. Kondo. C'est peut-être pas une manière de rejoindre. Je dis qu'il faut relativiser. D'accord. Le chef de l'État, il est là, il incarne une vision. Il confie à des collaborateurs. En matière d'électricité, par exemple, on a à l'époque M. Jean-Richard Bruno-Itoa, qui était ministre de l'énergie, je pense, à l'époque où on a installé la centrale à gaz. Ça veut dire que c'est lui et ses techniciens qui sont allés commander les équipements nécessaires en liaison peut-être avec la société Eni qui a participé, qui s'est occupé des travaux. Voilà. Je rappelle les travaux qui ont fait plus de 300 milliards, qui ont coûté plus de 300 milliards à l'État congolais. Oui, au fait, il y a une chose qu'il faut bien redéfinir, parce que sinon on va aller dans tous les sens. Sur la question de l'énergie électrique, le Congo, notre pays, a déboursé plus de 1000 milliards dans le projet qu'on appelle généralement le boulevard énergétique. Donc la volonté de la part des gouvernants y est. Mais ce que nous pointons du doigt, c'est quoi? C'est que lorsque on dépense autant de milliards venant du contribuable, il y a deux objectifs. Premier objectif, soit on s'attelle sur l'amélioration de la qualité des prestations. Or, aujourd'hui, force est de constater que ce soit dans Pointe-Noire, que ce soit dans Brazzaville, malgré tout ce que vous venez de citer, c'est-à-dire la mise en l'inauguration du barrage d'Imboulou, de la 3e turbine en février 2020 et tout autre, rien ne marche parce que nous avons toujours les délestages dans la ville de Brazzaville et de Pointe-Noire. Deuxième objectif, c'est que malgré autant de milliards déboursés sous le dos des Congolais, nous avons toujours le kilowattheure le plus cher d'Afrique francophone. Donc ça veut dire que la volonté n'existe pas. Parce qu'il faudrait qu'on arrive à mutualiser les efforts, à dire oui, il y a la volonté de pouvoir donner à l'État des infrastructures nécessaires pour pouvoir alimenter le pays en énergie nécessaire et bien évidemment, si possible, exporter. Mais si aujourd'hui on n'arrive pas à résoudre les deux problèmes, c'est-à-dire la question de la cherté du kilowattheure et la question de la qualité de l'énergie électrique que nous consommons chez nous avec nos familles ou bien dans les entreprises, force est de constater que s'il faille noter cela, on dira que les efforts sont nuls. Maintenant, moi, je veux Allez-y, monsieur Kondo, allez-y. Ici, nous pointons du doigt la responsabilité du président de la République et non les détails techniques, ce qui se passe dans nos ménages ou quoi. Non, mettons-nous d'accord. Non, c'est important de vous. le rôle du chef de l'État, c'est quoi? C'est le pouvoir. Justement, le thème, il est clair. C'est important d'évoquer. Non, le thème, il est clair. Oui. Après, pour améliorer tes arguments, il n'y a pas de souci. Tu peux développer si c'est pour que le public t'écoute. Mais reconnaissons ici que la part ne revient pas que au président de la République. C'est là où je souhaiterais aujourd'hui, M. Kondo, qu'on en arrive. Au sortir de ce débat, l'objectif, c'est qu'on arrive à peut-être reconnaître que la part incombe à tout un chacun. Donc, c'est pas vraiment que nous rentrons dans des termes, on va dire, techniques, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est pas qu'on va aller dans la technique, mais... Bien évidemment. Voilà, il faut bien qu'en plus... alors, moi, excusez-moi, monsieur le Trésor, je reviens donc vers monsieur Kondo. Monsieur Kondo, comment justifiez-vous jusqu'aujourd'hui la lourdeur administrative dans les entreprises?
congolaise. Ben, vous savez, je vais vous raconter une anecdote, petite anecdote, quelques minutes. Étant en terminale, non, disons en seconde, je me posais déjà la question ce que j'allais faire après mes études, même mes études universitaires. J'avais décidé d'être économiste, donc je me suis lancé dans ça, lire un peu les bouquins, faire un peu économie à l'école, avoir un bac BG et tout. Après, ça m'a ramené vers le tronc commun, le système LMD, jusqu'à avoir une licence en économie. Après, je me suis dit, bon, là, je m'arrête par là, mais bon, je ne vais pas continuer dedans, je vais faire de l'audit, plus de contrôle, un peu plus de pragmatisme dans ce que je fais. J'ai dit, bon, je vais faire audit et fiscalité. Je me suis battu et tout, j'ai eu un master en audit et fiscalité. Mais ça se sent les choix. J'ai fait des choix et par rapport à ce que j'aime. Aujourd'hui, tu trouves un boulot. Déjà, c'est pas facile. Mais pour faire ton travail, c'est un problème. Est-ce que c'est normal? Est-ce que réellement, consciencieusement, est-ce que tu penses que celui qui vient te voir, qui sollicite un service, parfois qu'il paye et qu'il fasse des jours pour avoir ne fût qu'un écu? Mais il faut se remettre en question. Il faut se poser la question, ce que nous sommes allés faire dans ces administrations. Soit c'est travailler, soit c'est faire comprendre aux gens que oui, ben moi je suis là, toi tu es là. Maintenant, monsieur Kondo, pour continuer dans le même élan, sachant cela, aujourd'hui, ces personnes qui sont dans les administrations, qui aujourd'hui se disent même intouchables parce que travaillant à la fonction publique, pour vous, comment pouvons-nous ramener ces personnes à... Voilà pourquoi je disais, je vous ai parlé de l'audit. Il faut plus de contrôle dans des entreprises. Qui sera fait par? Mais par des inspections. D'accord. Et les inspections, en fait, je veux qu'on en arrive là. Il faut un Ce processus d'inspection, qu'est-ce qui déclenche le processus d'inspection dans les administrations? Il y a un manager, d'accord, un directeur général, je suppose. C'est lui qui constate normalement. Après revendication, il faut des boîtes à suggestions qu'on placera pour que le citoyen puisse exprimer son ressentiment. Vous voyez, il faut un peu plus de formalité comme ça pour que le DG soit au courant et qu'on puisse prendre d'autres mesures. Monsieur Mavungu, un point à souligner sur la lourdeur administrative. C'est connu de tout le monde ici au pays. Pour avoir même un certificat de nationalité, je me rappelle que le président avait déclaré que tout devait être gratuit. Le certificat de nationalité, le livret. Mais pour en avoir, il faut au moins dépenser 2500 francs de l'occasion judiciaire au tribunal. Mais c'est connu aujourd'hui. Tout le monde sait que quand on se pointe dans un tribunal, il faut donner 2500 francs. Oui. Mais est-ce que le président de la République, vous pensez que cette information n'est pas déjà parvenue au président de la République? Oui, mais s'il est informé que les gens demandent de l'argent des administrations pour obtenir même rien que le livret ou pièce d'identité, il faut attendre voir des mois et des années pour en obtenir. Il devait quand même, c'est lui le chef, il devait quand même taper sur la table. Donc en tapant sur la table, est-ce qu'on peut rejoindre l'idée de M. Kondo aujourd'hui? Est-ce que si le président avait la possibilité de pouvoir déclencher des procédures d'inspection dans les administrations publiques, vous pensez que ça pourrait résoudre le problème? Oui. Monsieur Sato, Je pense que ça serait trop surcharger le président, qu'il se mette à contrôler toutes les administrations et les sociétés qui existent. Il y a des mécanismes qui sont mis en place pour le faire. Les textes sont établis pour le faire. Je prends le cas des services d'état civil. Il y a un maire qui est là. Le maire a des collaborateurs. On sait qu'à la mairie, pour avoir... il y a certaines mairies qui font diligence pour délivrer, par exemple, l'acte de naissance. Il y a une différence. Tu vas à Tietie, on va te délivrer ça plus rapidement. C'est plus speed, par exemple. Tu vas à Lumumba, c'est un peu lent. Il y a un peu une lenteur. De telle sorte que même ceux qui habitent Lumumba préfèrent aller faire maintenant à Tietie. Mais ça,
le maire peut constater ce ressentiment-là de la population qui préfère engorger une mairie au détriment de l'autre, alors que à ce moment, il prend ses responsabilités pour agir. Revenons, excusez-moi, M. Kondo, revenons encore. À ce moment-là, on se retrouve avec un problème de responsabilité. Oui, il y a une échelle de responsabilité. D'accord, merci. Oui, vous À ce niveau-là, c'est encore une erreur. Je vais dire pourquoi. Vous voyez, si vous êtes né à Luandjili, vous êtes enregistré, là-bas vous avez votre déclaration, c'est à l'hôpital de Luandjili. Vous ne pouvez pas vous retrouver à l'hôpital, à l'autre là, à Tchétché, à la mairie de Tchétché pour aller faire un acte de naissance. Ça déjà, c'est un désordre bien organisé. Mais ça se fait. Effectivement. Ça se fait. Et moi je vous dis que c'est un désordre très organisé. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut plutôt dire que les informations qui peuvent remonter, hein, on ne va pas directement voir le maire, ou même que ce soit le maire de l'arrondissement ou le maire de la ville. Il y a un secrétaire général qui coordonne l'administration. C'est lui le garant de l'administration et c'est lui qui remonte l'information vers le directeur de cabinet, le cabinet, ainsi de suite. Comme ça que ça se passe. Monsieur Trésor. Très rapidement, lorsque je suis tout ce qui se dit sur ce plateau, je suis très sidéré parce que là, on ne parle pas de quelques tâches administratives, là, on parle de l'administration. Je pense que la question, c'est bien de dire, en mettant du doigt les problèmes de lourdeur de notre administration. Voilà. Le problème lié à cela, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je suis en face d'un auditeur et qui sait qu'on ne peut auditer que lorsque les procédures sont bien établies. Donc on est dans un pays où notre administration n'a plus ce qu'on appelait à l'époque des procédures, mais ça, tout le monde le sait. Donc, circonscrire le débat pour dire qu'aujourd'hui, si le chef de l'État venait de pouvoir mettre en place une structure de contrôle, changerait les choses, non, je pense que c'est tout faux. C'est vrai que ça pourrait améliorer un certain nombre de choses, mais tant qu'il n'y a pas des procédures bien établies suivant le mécanisme de la gestion et du management de nos administrations, rien ne se passera, rien ne changera. Je vous apprends que malgré les milliards dépensés par l'État congolais sur la mise en place du projet des fibres optiques, notre administration peine toujours à être un pilier de recettes de l'État. Pourquoi? Parce que ça soit du niveau et de notre manière de recrutement des agents dits de l'administration, jusqu'à leur canevas de travail, mais rien n'est clair. Du coup, vous avez bien évidemment des lourdeurs, même dans la délivrance d'un certain nombre de pièces d'État. Maintenant, pour revenir à ce que mon co-débatteur Alain a dit, que c'est vrai que le chef de l'État avait annoncé un certain nombre de mesures visant à rendre gratuit voilà, un certain nombre de pièces. Il faut dire, oui, c'est vrai que les mots ont été dits par le chef de l'État lui-même, mais il faut aussi reconnaître que le mécanisme de financement de ces pièces-là n'a jamais suivi. D'où le pourquoi, sur le terrain, lorsque vous allez, vous êtes obligé de pouvoir dépenser de l'argent. Aujourd'hui, aucun membre parmi nous qui sommes sur ce plateau peut me dire très exactement qu'il y a eu tel mécanisme qui a été prévu dans telle loi de finances pour pouvoir pallier à la gratuité des pièces étatiques. Donc ce sont ce qu'on appelle les discours politiques, mais là nous parlons du concret, c'est-à-dire notre administration ne fonctionne pas. Il faut dire les choses très clairement. C'est vrai qu'il y a des efforts qui se font, mais ces efforts-là ne sont pas très bien faits de point de vue à pouvoir prendre ce qu'on appelle un certain nombre de mesures pour améliorer les conditions de vie, que ce soit de la population comme les recettes de l'État. Donc il faudrait, comme le précise bien le métier de mon co-débatteur Yannick, c'est-à-dire mettre en place un certain nombre de procédures à différents niveaux et aussi instaurer ce qu'on appelle les inspections visant à pouvoir mener ce qu'on appelle un certain nombre de travail d'inspection et d'audit afin de pouvoir codifier qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui marche et comment pouvoir améliorer afin que notre administration soit beaucoup plus Merci, Monsieur le Trésor. Je reviendrai peut-être vers vous pour cette inspection. Nous allons marquer une pause parce que nous allons recevoir un autre débatteur, un autre acteur sur ce plateau. Et juste après, je reviendrai vers vous, Monsieur le Trésor. De retour sur le plateau, chers téléspectateurs, nous recevons avec nous Monsieur Bienvenu Ondolo. Vous êtes
président du bureau exécutif du club 2002. Bonjour Monsieur Ndolo. D'abord, je ne suis pas le président du bureau exécutif, je suis membre du bureau. Excusez, autant pour moi. Voilà. En plus, je suis nommé chef du département marketing et communication pour la campagne de candidat de l'initiation dans le département de la Banza. Merci M. Ndolo. Merci de nous honorer de votre présence sur le plateau. Monsieur le Trésor, revenons donc là où nous étions arrêtés tout à l'heure. Nous étions en train de parler de mettre en place des procédures. Dans le cas, est-ce que vous pensez que ces mêmes procédures, ces mêmes inspections, comme a su le mentionner M. Kondo ici là, peuvent s'appliquer dans le domaine de la santé? Parce que nous sommes tous d'accord aujourd'hui que la santé est un sérieux problème aujourd'hui au Congo. Il y a 30 ans, je vous aurais dit qu'au Congo, il existait ce qu'on appelle les CAT dans le secteur de la santé. On appelait ça conduite à tenir. Donc chaque fois que les infirmiers étaient face à un cas, eh bien, il y avait ce qu'on appelle cette procédure-là, qu'on appelait CAT. Donc, c'est un secteur qui, au départ, avait ou a encore des procédures, mais qui, aujourd'hui, a du mal à être appliquées. Donc, je pense que dans tous les secteurs d'activité, les procédures ont leur raison d'être, parce que sans les procédures, on va travailler dans ce qu'on appelle dans la pagaille. Donc il faudrait clarifier les choses. Aujourd'hui, je suis très content d'être entouré dans un plateau avec des jeunes, que ce soit auditeurs, historiens et tout ça. Donc nous reconnaissons tous l'aspect criard qu'attendent nos populations aujourd'hui, c'est de pouvoir améliorer ces conditions de vie et cela passe par l'instauration des procédures. Monsieur Sato, qu'est-ce qu'on reproche vraiment à la santé au Congo? Ben, la santé, c'est la qualité du service d'abord. D'accord. Il y a le manque de déontologie aussi qui fait défaut auprès de certains personnels de santé. Parce que ces personnes manquent de formation ou c'est l'envie juste de faire preuve de ce manque de déontologie? Ben, je ne peux pas stigmatiser un manque de formation parce que on a quand même des centres de formation. On a aussi ceux qui vont se faire former à l'étranger aux frais de l'État. C'est peut-être une attitude personnelle, volontaire. Peut-être pas volontaire aussi, mais une manière d'être parce qu'aujourd'hui, les gens placent plus, à cause des difficultés qu'il y a dans le pays, les gens mettent l'argent devant au lieu de penser d'abord à l'esprit social qui doit caractériser le métier, le serment d'Hippocrate. Monsieur Ndolo, vous venez d'arriver aujourd'hui. Comment pouvez-vous défendre, sinon que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur l'état de la santé au Congo? La santé, moi je dirais que c'est pour l'instant c'est un bon train parce que le président de la République déjà dans ce projet, notamment en passant par un chemin d'avenir, Nouvelle Espérance et puis aujourd'hui la marche vers le développement, c'est vrai que dans tous les départements, il y a des hôpitaux qui ont peut-être construits. Donc du coup, je pense que la santé, pour moi, ça commence à... Enfin, ça va se bien. Les hôpitaux qui sont en train d'être construits dans tous les départements. Revenons au département de Pointe-Noire. Ouais. Quel est l'hôpital que vous pouvez citer qui est en construction à Pointe-Noire? Il y a à Pointe-Noire l'hôpital de Patra. D'accord. Créé par le chef de l'État. Ok. Oui. Et puis avant tout ça, il y a déjà des hôpitaux qui existent déjà dans la ville. Mais est-ce que vous pensez pour vous que c'est suffisant de construire l'hôpital aujourd'hui suffit largement pour dire que nous avons un système sanitaire irréprochable ou impeccable? Je peux dire partout, il y a toujours des problèmes. Je ne peux pas dire que tout est positif sur le plan sanitaire au Congo. Mais on peut aussi dire que vous savez que sans l'information, il n'y a pas de transformation. Le président de la République aujourd'hui, vous avez vu les jeunes, ils sont partis à Cuba aujourd'hui, à gauche à droite, pour aller faire la formation pour devenir. Certains sont de retour, qui sont des médecins. Soit dit en passant, ils sont plus à l'hôpital d'Oyo que dans les autres hôpitaux ici là. Je ne pense pas qu'on a plus de 10 médecins Non, juste pour clarifier le débat, parce qu'on ne doit pas invectiver. Voilà. Il y a c'est vrai, des efforts qui sont en train d'être faits dans ce qu'on appelle la construction des infrastructures dans le secteur de la santé. Mais aujourd'hui, je pense que nous parlons de la qualité de la santé de notre système. Et ce système, il est caduc. Comme on a dit, il revient normalement aux autorités de pouvoir bien révisiter ce système pour pouvoir
améliorer les conditions de travail, que ce soit des infirmiers et aussi des populations, afin de pouvoir bénéficier des soins de qualité. Maintenant, pour revenir à un certain nombre de bémols, parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas invectiver en disant que la plupart des jeunes médecins, notamment les 256 revenant du Cuba, travaillent en majorité à Oyo. Non, je pense que suivant les informations émanant de la hiérarchie, notamment du ministère de la Santé, il y en a certains qui sont un peu envoyés un peu partout, que ce soit dans les grands centres à Pointe-Noire, à Brazzaville et un peu partout dans les départements. Donc je pense que ça, ce n'est pas un Merci pour votre intervention. Monsieur Kondo, le système sanitaire du Congo, quelque chose à rajouter là-dessus? Bon, sur ce point, c'est clair. Hein. Je pense que ce qui me fait mal, c'est surtout le serment d'Hippocrate, que ces personnes-là bafouent volontairement. Parce que, vous savez, même la Bible, toute la Bible se résume à l'amour du prochain. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, tant que tu ne te soucies pas de la personne qui se trouve en face de toi, tu ne peux pas aider. Alors qu'on a besoin dans ce pays de plus de social. Vraiment plus de social, parce que les conditions, surtout à l'hôpital Assisi, c'est regrettable. Mais comme on disait tout à l'heure, il faut des mesures, il faut des procédures, il faut un manuel de procédure pour pouvoir éradiquer tout ça et remettre les gens, un bon gestionnaire surtout, des ressources humaines. Quelques formations en plus, même si on sort de Cuba ou de quoi. Parce que ça devient compliqué. Merci beaucoup, Monsieur Moto. Monsieur Ondolo, venons sur le point de l'éducation au Congo. Sur une échelle de 1 à 10, le niveau éducatif du Congo, vous le noterez à combien? Non, je peux dire à 10 ou 10. D'accord. Mais attendez, déjà aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, comme je disais au départ, sans formation, c'est la formation en fait, qui fait en fait, transformer ça dans un État. Aujourd'hui, on peut dire au Congo, en Afrique noire, nous sommes parmi les pays sur le plan chaque village, chaque département possède, enfin il y a des écoles partout. Donc on peut dire aujourd'hui, le Congo sur le plan éducatif, nous sommes quand même en bon à 10 sur 10. Monsieur le Trésor, vous êtes d'accord non, en tout cas, ça c'est très grave. Avancer ce genre d'éléments, je dirais que c'est très grave, d'autant plus qu'on est en face d'une personne qui est membre de l'équipe du candidat sortant. Alors que le président lui-même, il y a 2-3 ans, reconnaissait que le Congo a perdu en termes de qualité. Non, je viens. Parce qu'il fut un moment où l'alphabétisation au Congo avoisinait les 100%. On était à 98-99%. Tout à fait. Et aujourd'hui, si le chef de l'État lui-même reconnaît que nous avons failli à un certain niveau, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Et je retiens une phrase que dit mon co-débatteur. Tout à l'heure, il a annoncé que lorsqu'il n'y a pas de formation, on ne peut pas avoir de transformation. Et si déjà on donne 10 sur 10 sur la formation, aujourd'hui on devait voir la transformation. Et donc plusieurs questions, que ce soit des mots sociaux, devaient être éradiquées. Mais si aujourd'hui nous les avons encore présents, eh bien je pense que c'est une grande faille de pouvoir communiquer suivant cet angle-là. Je dirais peut-être aujourd'hui, parce que force est de reconnaître que lorsque nous avons des étudiants qui satisfont au bac, lorsqu'ils arrivent à l'étranger, et parfois dans certains pays, on est obligé de leur refaire des tests. Ça veut dire que notre système éducatif aujourd'hui est mal perçu. Et lorsque vous voyez le classement même des systèmes éducatifs, le Congo ne s'y trouve pas. Ça, il faut reconnaître les choses. Et lorsque vous voyez même le classement de ce qu'on appelle des universités, nous n'avons qu'à peine là, ça fait 2-3 mois, qu'on a inauguré l'université Denis Sassou Nguesso de Brazzaville. On se trouve dans une grande ville comme Pointe-Noire, qui a aujourd'hui plus de 1 200 000 d'habitants. Non, 1 200 000, pardon. Bon, ça dépend. Disons avoisinant 1 500 000 et que nous n'avons aucune université publique d'État. C'est grave, alors que les normes standards de l'UNESCO prévoient que dans une ville d'au moins entre 200 et 400 000 habitants, il faudra au moins en avoir une université. Alors, dans ce cas de figure, vous allez me dire que nous devons noter notre système éducatif de 10 sur 10. C'est grave. Non, il faudrait... Vous avez parlé tout à l'heure de... C'est vrai, il y a eu des faiblesses. Mais aujourd'hui, il y a quand même des améliorations aussi.
Si bien on savait qu'à l'époque, dans les années 76, soufflez un peu s'il vous plaît, dans les années 76, 70, le Congo était parmi les pays où les Africains qui étaient à gauche à droite viennent fréquenter. Même on connaît les emplois au Bongo. Oui, Ça, c'est en 76. non, Oui, mais c'est ce que j'ai reconnu ici. Nous avons glissé quand même sur le pont de Sablon, ça a toujours été comme ça. Mais pour l'instant, je dirais que quand j'ai dit 10 sur 10, les choses se vont bien parce que comme vous voyez, le système déjà, vous avez parlé tout à l'heure de l'université. Oui. Aujourd'hui, l'université de Sassou Nguesso, on a encore l'université Marion Ngouabi, et puis encore, je peux dire sur le cadre privé. Je vous apprends qu'à l'université... Non, suivez. Je vous apprends qu'à l'université Marion Ngouabi, plus de 75% des étudiants qui s'y trouvent ne savent pas s'ils sont en deuxième ou troisième année. Parce que l'administration là-bas est caduque. Donc, non, il faudrait... Monsieur Satoru, Oui, dans ce sens, effectivement, le problème de l'université Marion Ngouabi était à l'époque une université de référence. Je vais vous citer des pays comme le Tchad. Aujourd'hui, sur 100% de ceux qui occupent des plus hautes responsabilités au Tchad, je peux dire qu'il y a 60% qui ont été formés à l'université Marion Ngouabi. Et même au Bénin où nous envoyons maintenant là nos jeunes étudiants se former, eh bien les Béninois venaient se former à l'université Marion Ngouabi. donc sur une échelle de 1 à 10, vous penserez positionner le Congo sur le système éducatif à combien aujourd'hui? Moi je dirais 4. À 4. Oui. D'accord. Monsieur Onolo, je reviens donc vers vous. Quand vous dites que le système éducatif du Congo est noté à 10 sur 10, soit dit en passant, comme vous le savez, le thème d'aujourd'hui, c'est « Et si le problème n'était pas Denis Sassou Nguesso ?» Donc, touchons du doigt le problème de l'éducation. Comment justifiez-vous la croissance de la délinquance juvénile pour un système éducatif qui est à 10 sur 10? La croissance de la Délinquance juvénile. C'est partout dans le monde entier. Même aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au Sénégal, on parle des microbes, non, je crois. Hein, c'est partout dans le monde, même aux États-Unis. Ok, donc c'est pas que c'est un problème du Congo, comment, tout ça, non, mais ça a toujours été comme ça, dans tous les pays en fait. Donc pour vous, la délinquance juvénile aujourd'hui n'a rien à voir avec les failles qu'il y a dans le système éducatif? Ça n'a rien à voir. Monsieur Kondo, on est d'accord avec ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire quoi? Déjà, on va recadrer un peu. Hein. La gestion du secteur éducatif et les facilités que la population peut avoir en ayant accès à l'école publique, au nom déjà ce que l'État peut assumer, peut permettre d'éradiquer en partie ce problème de délinquance juvénile. Donc on ne va pas dire que ça n'a rien à voir, ça veut dire qu'on ne se soucie pas de ces jeunes-là ou de ces parents qui peinent à envoyer les enfants à l'école parce que l'État n'a pas pensé à accompagner ou le ministère de l'enseignement primaire et secondaire ne trouve pas les moyens pour essayer d'évaluer un peu le taux de pauvreté que subisse la population en ce moment pour envoyer les enfants à l'école. Donc je conçois très mal que M. Ondolo puisse nous faire comprendre que ça n'a rien à voir. Non, M. Kondo, s'il vous plaît, il s'avère qu'aujourd'hui, la crise elle est mondiale. Ok? Justement. Quelle crise? La crise économique aussi. Depuis la crise économique. Et puis là encore, ça va s'ajouter encore, je peux parler de la crise sanitaire. Oui, on va essayer de rester dans. On va essayer de rester dans le thème. Dans le thème, la thématique générale. L'éducation. Monsieur Kondo vous fait savoir aujourd'hui que nous ne pouvons pas dissocier la délinquance juvénile et le souci de l'éducation. Vous dites qu'on peut le faire. Moi, je pense qu'il faut un problème de formation. Donc, vous reconnaissez, oui. Il faut un problème de formation. La formation, les jeunes doivent être aspect formés. Ça, c'est d'abord. Mais pourquoi voulez-vous qu'on forme alors que nous avons un système éducatif à 10 sur 10? Non, mais il peut faire. Enfin, c'est vrai, c'est question de. Je dis par rapport, si vous avez dit peut-être l'éducation congolaise aujourd'hui, je me dis peut-être encore de faiblesse en fait.
Il y a eu des faiblesses, certes. Mais dans le cadre de ces enfants, on passe par la délinquance juvénile, même en France, ça existe partout. Monsieur Claudie, je pense... Je reviens rapidement, s'il vous plaît. Ce que nous devons faire peut-être proposer, ce que je veux dire, ou bien aujourd'hui, ce que le président va faire aussi tout à l'heure, d'ici peu, même dans son projet, la marche vers le développement, préparer les jeunes au métier qualifiant. C'était justement ça. Il faut recruter ces jeunes pour leur donner la formation. C'est un problème de formation qui se pose. Je dis que la délinquance juvénile, c'est dans le monde entier, ça existe pas. Oui, je pense que lorsqu'on évoque des problèmes aussi sérieux, il faut quelquefois nous départir de la langue de bois politicienne. D'accord. Ce sont des problèmes sérieux que nous vivons tous au quotidien, mais on ne rend même pas service aussi au chef de l'État qu'on est censé défendre lorsque nous observons une langue de bois, puisque la population vit le contraire. Je pense qu'il faut présenter les problèmes tels qu'ils se présentent réellement. Alors, déjà, merci à vous d'avoir intervenu. Au thème d'aujourd'hui, et si le problème n'était pas Denis Sassou Nguesso, moi, je vais me permettre, au nom de tous les débatteurs ici, d'essayer de faire une synthèse en fonction de ce qui a été dit. Si le problème n'était pas Denis Sassou Nguesso, je dirais que le problème est le Congolais, d'une manière générale. À commencer donc par le président de la République jusqu'aux citoyens lambda. Parce que nous avons parlé, monsieur Satou ici a mentionné la volonté du manque de déontologie venant des personnes qui vont se faire former. Monsieur Kondo ici l'a souligné également que le manque d'amour aujourd'hui dans les institutions de santé est une preuve déjà une preuve des maux qui sont en train de miner le système de santé. Et là, nous n'avons plus rien à voir avec le président de la République. Monsieur Trésor ici a mentionné que ces personnes étant nommées par le président de la République, ça fait que le président de la République aussi a une responsabilité sur ces problèmes-là. Nous sommes tous d'accord que le problème n'est pas Denis Sassou Nguesso, mais le problème est le Congolais avec un grand C. Messieurs, je vous remercie pour votre présence. Merci d'avoir disposé de votre temps. Monsieur Ondolo, un mot de clôture? Bon, ce que je peux dire, le mot de clôture, c'est, je dirais carrément aux acteurs aussi politiques et surtout aussi les acteurs de la vie publique, en fait, sociale aussi du Congo, pour un changement de mentalité, pour une société juste et de paix. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Monsieur Kondo. Ben, que dire? Ben, écoutez, j'espère seulement que on aura plus de débats, parce que c'est important de dissocier un peu la politique. Comme mon frère Satou disait, des débats importants. Comprendre un peu la situation réelle du pays. Et j'invite encore les organisateurs de cette émission à encore nous faire appel. Ça sera avec plaisir. Monsieur Satou, une intervention de fin? Oui, simplement, comme vous l'avez dit, il y a une échelle de responsabilité qu'il faut établir sur la situation globale du pays. Je peux dire que, de mon point de vue, je l'ai évoqué dans mes précédentes interventions, on ne peut pas tout mettre le chapeau entièrement sur le président de la République, mais c'est lui qui a la plus grande part de responsabilité. Merci encore de nous avoir honoré de votre présence. Votre mot de fin? Ce que je peux dire à la fin, je pense que vous avez dit ici, je pense que la prochaine fois, peut-être que vous allez toujours nous inviter à participer à ces sortes de débats. Ça sera un plaisir pour moi que de vous avoir de nouveau sur mon plateau. Monsieur Trésor. Bien, certes, il faut reconnaître que, au-delà de tous les maux qui minent notre pays, c'est que la responsabilité sociétale de l'élite s'impose. Mais force aussi est de constater qu'il faudrait que les autorités puissent également donner des espaces d'expression à des différentes sensibilités, notamment des groupes de pression. Là, je fais allusion à certains ordres. Vous avez par exemple l'ordre des architectes,
l'ordre des urbanistes, qui peuvent par exemple donner des orientations claires visant à aider les autorités, quelle que soit leur échelle de responsabilité, à pouvoir mieux décider sur l'avenir du pays et des populations. Donc je pense que sur cette question, force est de constater que tous les Congolais sont responsables, mais en grande majorité le président de la République. Messieurs, une fois de plus, merci beaucoup de votre temps, d'avoir disposé du temps pour répondre à mon invitation. J'espère humblement vous avoir prochainement, chacun peut-être à tour de rôle sur mon plateau. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci encore d'avoir été scottiers, de nous suivre sur Acteurs Politiques. Je vous dis à très bientôt et bon week-end chez vous.